Bonjour, bienvenue dans cet épisode très spécial du podcast SRHM, le tout premier épisode du Hub Afrique francophone. Je suis Bouchra Assarad, directrice du Hub régional Afrique francophone de SRHM et je vous parle depuis Rabat au Maroc. Bonjour, moi je suis Vincent de Brouwer, je suis le rédacteur du numéro régional Afrique francophone de la revue SRHM et je vous parle également depuis Rabat et nous sommes ravis de lancer cette première conversation depuis notre région. Cet épisode marque une étape importante dans notre parcours. SRHM, en collaboration avec l'ONG marocaine Ensemble pour le droit à la santé sexuelle et santé de la reproduction, et l'École nationale de santé publique a lancé une initiative régionale pour créer le Hub Afrique francophone. L'objectif de ce hub est de faire progresser les droits et la santé sexuelle et reproductive en Afrique francophone en produisant des connaissances fondées sur des données probantes, on dit l'évidence, et enracinées dans la réalité régionale. Ce qui rend cette initiative unique, c'est son engagement en faveur d'une appropriation à l'échelle régionale, nationale et communautaire dans la production de savoir. Exactement, Vincent. Et notre ambition est de développer une plateforme reliant la recherche, le renforcement des capacités, le plaidoyer et l'influence politique, tout en amplifiant la diversité des voix de la région, des jeunes leaders aux universitaires, des acteurs gouvernementaux à la société civile. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être accompagnés par Vanessa, l'une des autrices d'un article, on va dire, percutant, publié dans le numéro de la revue SRHM, qui en français s'appelle Questions de santé sexuelle et Oui. reproductive d'Afrique francophone fin 2023. Il est intitulé Éloigne cette honte de moi, une étude qualitative des normes sociales entourant les expériences d'avortement chez les adolescentes et jeunes femmes au Bénin. Ok, alors, souhaitons bienvenue à Vanessa. Et merci Vanessa d'être avec nous aujourd'hui. Commençons par le contexte de votre article. Qu'est-ce qui vous a motivé à explorer le rôle des normes sociales dans les décisions d'avortement des jeunes femmes au Bénin? Et on veut savoir pourquoi avoir choisi une approche ethnographique. Bonjour, professeur de Bouet. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les internautes qui suivent ce numéro spécial Parole de terrain. Je suis très honorée de participer à cette édition pour parler de mon article. Alors, merci beaucoup, professeur Assarak, pour cette question. Et je voudrais commencer en précisant que les données ayant servi à écrire mon article sur l'influence des normes sociales dans la décision et le parcours d'avortement des jeunes femmes de 15 à 24 ans dans le département de l'Atlantique au Bénin proviennent d'une étude ethnographique large portant sur les expériences de l'avortement au Bénin, notamment sur les déterminants sociaux et les parcours de soins dans le département de l'Atlantique. Et cette étude a été menée en 2021 avant la modification de la loi sur la santé sexuelle et de reproduction du Bénin. Je vais répondre à la première partie de la partie de la question qui s'intéresse aux motivations du choix de l'approche ethnographique avant de me pencher sur comment nous en sommes arrivés à explorer le rôle des normes sociales dans la décision et le parcours d'avortement des jeunes femmes au Bénin. Alors, concernant l'approche ethnographique, elle a été adoptée en raison de plusieurs facteurs. Le premier facteur est que les données de recherche sur l'avortement au Bénin, au moment de la mise en œuvre de l'étude en 2021, sont basées essentiellement sur des données cliniques utilisant l'approche d'interview au chevet des femmes hospitalisées pour des complications d'avortement non sécurisées. Le deuxième facteur est lié au fait que nous manquions de données sur comment les femmes naviguent entre leur contexte social, économique ou juridique pour interrompre une grossesse non désirée au moment où nous avons effectué la collecte des données et où la loi n'autorisait l'avortement que dans des conditions exceptionnelles. Donc, au regard de ces deux principaux facteurs, une approche ethnographique, une étude ethnographique des expériences d'avortement des filles et des femmes au Bénin devient alors un impératif pour comprendre de l'intérieur les dynamiques sociales autour des questions de santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes et des femmes et celles autour de l'avortement en particulier. L'ethnographie s'est donc imposée comme la méthode la plus adaptée
car elle favorise la confrontation de ce que disent les acteurs avec ce qu'ils font afin de pouvoir saisir la réalité autour des expériences d'avortement des femmes dans le département de l'Atlantique et de là avoir une image du parcours d'avortement des femmes au Bénin afin de générer des évidences utiles pour la programmation et des politiques efficaces. Et cette approche ethnographique a consisté à une immersion dans les formations sanitaires et les quartiers des sites de collecte de données à travers l'observation participante, y compris des discussions informelles avec les participantes de l'étude et les professionnels de la santé. Nous avons également effectué des entretiens individuels approfondis avec les femmes, leurs proches, des acteurs clés des institutions et professionnels de santé. Cela a été suivi de l'animation de focus group avec les adolescents et adolescentes ainsi qu'avec des parents, des pères et des mères d'adolescents et adolescentes dans les différentes communautés afin de documenter les perceptions et dynamiques sociales en santé sexuelle et reproductive dans le département de l'Atlantique au Bénin. Alors, pourquoi nous avons exploré le rôle des normes sociales dans la décision et le parcours d'avortement des jeunes femmes? Cela est venu de certains constats. Le premier, c'est que les données de la recherche ont révélé une forte implication des parents, notamment le père, la mère ou les deux parents, parfois des oncles, dans la décision et le parcours d'avortement des adolescentes de moins de 20 ans surtout. Le second constat est que bien que le cadre légal de l'avortement était restrictif au moment de la collecte des données, certaines femmes avaient accès à un avortement sécurisé, pendant qu'un autre groupe avait accès à un avortement non sécurisé, ce qui a attiré notre attention pour approfondir ces constats. Et c'est justement en analysant ces constats que nous avons mis en exergue le rôle des normes sociales dans la décision et le parcours de recherche de soins d'avortement des adolescentes et jeunes femmes. Et l'analyse des données nous a révélé que ce soit les jeunes femmes elles-mêmes ou leurs parents qui prennent la décision de recourir à l'avortement, les normes sociales sont au cœur de cette prise de décision et façonnent le parcours de soins et le type d'avortement auquel les jeunes femmes ont accès. De plus, ces normes sociales se présentent comme un triple fardeau qui exerce des pressions sur les jeunes filles et femmes ainsi que leurs parents et proches et présentent souvent des discordances favorisant le recours à l'interruption de grossesse dans les conditions dangereuses. Donc voilà, Bouchra, ce que je peux dire par rapport à votre première question. Merci Vanessa pour cette vraiment explication de la méthode et aussi ce constat de ces normes qui est qualifié en triple pression. Maintenant, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer plus concrètement en quoi consiste cette triple pression et comment il façonne les choix et les parcours des jeunes filles? Oui, merci beaucoup pour cette question. Il me paraît important de définir d'abord ce qu'est une norme sociale avant que nous puissions voir ensemble comment, mis ensemble, elles peuvent souvent présenter des contradictions et mettre la vie des jeunes femmes en danger. Donc, en effet, une norme sociale est une pratique ou un comportement jugé socialement ou religieusement acceptable dans un groupe culturel ou à l'échelle d'une zone donnée. Et elles sont souvent implicites et non écrites et guident les comportements. Ainsi, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive en général, et particulièrement pour les jeunes femmes notamment les femmes, la société définit un certain nombre de normes que ces jeunes femmes sont censées respecter, à savoir l'abstinence jusqu'au mariage, l'interdiction de l'utilisation de la contraception par les jeunes, avec une forte opposition religieuse et culturelle. Nous avons également la condamnation des grossesses prémaritales et des avortements, pour ne citer que ces normes-là. Et il faut noter que des normes sociales définissent aussi le contenu de l'éducation à la sexualité dans les communautés étudiées. Les données de l'étude ont révélé que cette éducation à la sexualité est un rôle conféré aux mamans. C'est à la limite considéré comme un devoir social en griffe pour les mères. Cependant, cette éducation sexuelle est faite d'injonctions. Après les premières règles, par exemple, les mamans disent aux filles, si on tombe enceinte avant le mariage, on n'a plus de valeur. Ou encore,
il faut éviter la compagnie des garçons, pour ne citer que ces injonctions-là. Et ces injonctions, selon la société et les acteurs de l'éducation à la sexualité des jeunes femmes, sont censés les protéger des grossesses prémaritales hautement stigmatisées. Mais en réalité, ces messages ne contiennent pas toutes les informations dont les filles et les jeunes femmes ont besoin pour prévenir ces grossesses et d'autres risques pour leur santé. Et la triple pression normative dans le département de l'Atlantique au sud du Bénin est liée à une contradiction des normes sociales, car elle stigmatise à la fois les grossesses précoces, s'oppose à une éducation sexuelle adéquate et condamne fortement l'avortement. Dans un tel contexte, la jeune femme qui tombe enceinte dans des conditions autres que celles prévues par les normes et où ses parents pèsent les implications de la poursuite ou non de la grossesse et peuvent décider de son interruption éventuelle. Car les parents, au même titre que la jeune femme, sont stigmatisés, en l'occurrence les mères, qui, selon les normes, sont celles qui assurent l'éducation à la santé des filles, sachant que cette éducation, comme on l'a vu tout à l'heure, est faite d'injonctions et ne donne pas des informations claires, basées sur des évidences pour accompagner effectivement la jeune femme dans la prévention des grossesses non désirées. Et concernant l'implication du triple fardeau normatif sur le parcours reproductif des jeunes femmes, une fois que la décision d'interruption de la grossesse est prise par la jeune femme uniquement ou de concert avec l'un de ses parents ou les deux, s'ensuit la recherche de soins d'avortement par les jeunes femmes et leurs parents ou leurs partenaires. Lorsque ceux-ci s'impliquent dans la décision et la recherche de soins d'avortement. Donc, quand les services d'interruption de grossesse est recherché par la fille, en s'appuyant sur son réseau d'amis ou avec sa mère, les jeunes femmes utilisent le plus souvent des services non sécurisés en raison des ressources limitées qu'elles possèdent. On parle de ressources ici aussi bien en termes financiers qu'un réseau de connaissances qui peut les orienter vers des services sécurisés d'interruption de grossesse. La peur de la stigmatisation et la recherche de confidentialité autour de l'expérience de l'avortement les rend également vulnérables aux avortements non sécurisés. Cependant, nous avons constaté que lorsque les hommes, notamment le père, l'oncle ou les petits amis, sont impliqués dans la recherche de soins d'avortement, les jeunes femmes accèdent le plus souvent à des avortements sécurisés. En effet, les hommes ont accès à plus de ressources, aussi bien financières que des réseaux d'amis, et portent moins les stigmas de la grossesse non désirée ou prémaritale et de son interruption que les jeunes femmes et leurs mères. Voilà ce que je peux dire par Merci rapport à cette Vanessa. question. Je vois qu'au cours de cette réponse, vous avez évoqué l'influence décisive des parents et des partenaires dans l'accès aux soins. Et cela soulève des questions profondes sur les rapports de pouvoir et de l'autonomie de ces jeunes femmes concernant leur corps. Alors, que relève cette implication des proches sur les dynamiques sociales et familiales dans les décisions liées à l'avortement? À votre avis? D'accord. Il ne s'agit pas de l'accès aux soins de façon générale, mais plutôt de l'accès aux soins d'avortement sécurisés qui était déterminé par l'implication dans la recherche de soins des parents et proches de sexe masculin, donc le père ou l'oncle ou le partenaire, alors que le contexte légal de l'avortement était restrictif au moment de la collecte des données. Donc c'est un point qui peint un tableau des inégalités dans l'accès aux services de santé reproductive et qui montre que malgré le contexte légal, restrictif dans le temps, il y avait des opportunités d'accès aux soins sécurisés, mais qui n'étaient pas facilement accessibles aux femmes. Et cet accès différentiel aux services d'avortement sécurisé est le reflet d'un accès différentiel aux ressources et au pouvoir, notamment la capacité de décider de son corps pour les jeunes femmes, reflétant ainsi les manifestations du patriarcat qui donne plein pouvoir aux hommes au détriment des femmes sur les questions de santé sexuelle et reproductive, alors que ça ne devrait pas être le cas, puisque ce sont les femmes qui paient le prix des effets néfastes de certaines expériences de santé sexuelle et reproductive et doivent être en mesure de pouvoir jouir des droits que les lois leur confèrent. Dans le département de l'Atlantique, les normes disent que les femmes doivent se conformer à la décision de leur mari concernant la procréation, par exemple. Et elles sont contraintes
par ces normes sociales de suivre la décision du mari concernant l'utilisation de la contraception ou la décision du nombre d'enfants à avoir. Et cette norme transparaît dans les pratiques aussi bien chez les hommes que les jeunes hommes qui vont imposer l'avortement à leur compagne dans certains cas. Nous avons aussi documenté des cas d'avortement coercitif dans lesquels des hommes ont fait avorter des jeunes femmes sans leur consentement et les femmes ne savaient pas qu'elles subissaient un avortement jusqu'à ce que les complications leur mettent la puce à l'oreille. Par exemple, ce fut le cas de Corinne, l'une des participantes de l'étude. Nous utilisons des pseudonymes pour désigner les participants de la recherche. Je vous partage cet extrait de Corinne, âgée de 17 ans, et qui a subi un avortement à son insu. L'avortement est orchestré par son partenaire. Pourtant, elle voulait garder cette grossesse, bien qu'elle était consciente de la stigmatisation sociale qu'elle allait subir. Avant la survenue de la grossesse, elle avait pourtant discuté avec son petit ami à propos de la gestion d'une éventuelle grossesse et ce dernier avait promis qu'elle la garderait. Peu de temps après, Corinne a remarqué l'absence de ses règles. Avec l'aide d'une amie, elle a fait un test de grossesse qui s'est révélé positif. Elle informa aussitôt son petit ami, tout en mentionnant sa volonté et son aptitude à garder la grossesse. Ce dernier s'opposa à cette décision sur le champ. Et les deux partenaires restaient silencieux sur le sujet de l'avortement jusqu'à ce que Corinne tombe malade. Son petit ami, qui lui avait promis des médicaments pour la soigner, glissa des abortifs dans le lot de comprimés qu'il remit à Corinne qui les avala. Ceci occasionna des douleurs abdominales et des saignements qui motivèrent le recours à un centre de santé après que sa sœur en ait informé leur mère. Avec l'aide financière de la maman, Corinne a bénéficié d'un traitement pour le paludisme, diagnostiqué par l'agent de santé qui ignorait qu'elle était enceinte. Après quoi, elle a eu des saignements qu'elle endura dans le silence pendant 2 jours. Le 3e jour, le produit de conception fut expulsé de son vagin. C'est alors que Corinne réalisa qu'elle avait subi un avortement. Une autre manifestation de la... Oui. Oui, Vanessa, malheureusement, on a ça, oui. Vous pouvez continuer. Ok. Une autre manifestation de la dynamique de pouvoir dans le recours à l'avortement se fait voir par le fait que certains hommes imposent le recours à l'avortement à leurs partenaires en faisant pression sur elles ou en retirant leur soutien ou en niant la paternité de la grossesse. À titre d'illustration, nous avons Lucie, 21 ans, mère célibataire d'une fille de 3 ans, vivant dans sa maison familiale paternelle après l'échec du mariage contracté avec le père de sa fille en raison de la grossesse. Abandonnée par le père de l'enfant, seule face aux dépenses de sa fille, elle cumule 2 jobs précaires et vit dans un environnement familial conflictuel où elle est stigmatisée en raison de son statut de mère célibataire. Quand elle découvrit sa grossesse, elle pensa pouvoir aménager avec l'auteur, mais ce dernier lui suggéra de rester chez ses parents pour accoucher. Au vu de son profil de Taïnon, qui veut signifier en langue fon la tante qui a eu un mariage raté et qui revient vivre au domicile familial, comme ses frères l'ont surnommé, Lucie décida qu'elle ne pouvait pas garder sa 2e grossesse et accoucher de surcroît dans la maison familiale, car elle risquait le rejet et de se retrouver sans abri, ce qui aggraverait sa précarité économique. Et son partenaire lui recommanda alors d'avorter si elle ne pouvait pas rester chez ses parents pour accoucher. Donc c'est ainsi que Lucie a été amenée à interrompre sa grossesse, contrainte par les normes sociales sur les conditions acceptables pour tomber enceinte, alors qu'elle était déjà mère célibataire et sans le soutien de son partenaire. Alors ce que révèle cette implication des hommes dans les expériences d'avortement est que la grossesse prémaritale dans le contexte africain en général et celui béninois en particulier fait l'objet d'une gestion familiale et communautaire. Et cette gestion façonne le parcours de prise de décision et le type d'avortement auquel les jeunes femmes ont accès, de même que le vécu psychologique et social de cet avortement. Dans certains cas, la décision d'avortement est prise par la femme elle-même, pour celles qui sont âgées de plus de 20 ans, souvent par les parents et proches pour les femmes ayant moins de 20 ans. Et les hommes jouent en général un rôle crucial dans la décision d'avortement. Ils sont aussi motivés par des normes sociales
et utilisent le pouvoir que la société leur a conféré pour décider pour leur partenaire. Et ils supportent la décision de la femme et favorisent l'utilisation des services sécurisés par la recherche de soins en fournissant les moyens financiers ou en imposant leurs décisions à la femme directement ou indirectement par le biais des mécanismes de pression. Des dynamiques similaires s'observent chez les parents qui décident du recours ou non à l'avortement pour leur fille. Et cela démontre que l'autonomie corporelle pour les femmes au Bénin n'est pas encore une réalité en raison des normes sociales et des mécanismes sociaux qui les renforcent. Un travail de fond sur la déconstruction de ces normes par les évidences scientifiques sur les expériences de santé sexuelle et reproductive doit être fait afin de permettre aux jeunes femmes d'accéder aux ressources nécessaires pour jouir pleinement de leurs droits en santé sexuelle et reproductive et lutter contre les avortements à risque et les mortalités évitables qui y sont liées. Merci, professeur Bouchra. Merci Vanessa. Vraiment, à travers ces témoignages que vous avez cités et cette influence de l'entourage et ces normes sur la prise de décision et aussi l'autonomie de corps, sur l'autonomie aussi de corps de ces jeunes femmes et ces adolescentes, ça me pousse à vous dire, alors selon vous, quelles sont les priorités aujourd'hui pour garantir un accès effectif, parce que c'est un lien direct avec les droits sexuels et reproductifs de ces femmes, au-delà des changements juridiques. À votre avis, quelles sont les priorités pour garantir ces droits de ces femmes dans ce contexte où il y a une influence des parents, des partenaires, même des membres de la famille sur la décision de ces femmes pour accès à des soins sécurisés de l'avortement ou à limiter cet accès à ces soins? Parce que c'est une question de leur vie, hein. Alors, à votre avis, quelles sont les priorités pour garantir leurs droits? Merci beaucoup, professeur, pour cette question. En octobre 2021, le Bénin a fait une avancée juridique notable grâce à la loi numéro 2021-12, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2023 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Et cette loi stipule que désormais, à la demande de la femme enceinte et lorsque la grossesse est à au plus 12 semaines, une interruption volontaire de grossesse peut être faite si la grossesse est susceptible d'occasionner une détresse éducationnelle, professionnelle, économique ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme ou de l'enfant à naître. Selon la même loi, l'avortement est accessible à toute femme victime de viol, d'inceste, ou si la grossesse met en danger la vie de la femme ou encore en cas de malformation fœtale. Alors, en plus de ces conditions légales favorables, il faut des actions concrètes afin de parvenir à une réduction effective de la mortalité maternelle liée aux avortements à risque et permettre aux filles et aux femmes béninoises de jouir de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Et pour cela, il faut des actions ciblées qui vont impacter le contexte social et préparer le système de santé à offrir des soins d'interruption volontaire de grossesse de qualité aux femmes qui en ont besoin. Et ceci passe par la vulgarisation et la dissémination de la loi SR modifiée aussi bien aux filles et aux femmes sur toute l'étendue du territoire national qu'aux professionnels de la santé et d'autres acteurs clés de la société comme les leaders communautaires afin qu'ils et elles puissent tous et toutes comprendre le contenu de cette loi. Si nous venons au niveau du système de santé, il faut la formation des agents de santé avec un accent particulier l'application des valeurs et la transformation des attitudes afin d'éliminer la stigmatisation dont les filles et les femmes sont victimes dans les formations sanitaires lors de l'utilisation des services de soins de santé sexuelle et reproductive, y compris lors de l'utilisation des soins d'avortement sécurisés ou soins après avortement. Aussi, les agents de santé doivent être sensibilisés sur les effets sanitaires, sociaux et psychologiques néfastes qu'engendre cette stigmatisation. Premium non nocere, premièrement, ne pas nuire. Ce principe doit guider les agents de santé pour qu'ils ne soient pas ceux et celles qui contribuent aux grossesses non désirées et aux avortements à risque chez les adolescentes et jeunes filles
comme c'est le cas actuellement, en raison de la faible qualité des services de santé reproduction. Et cette faible qualité est due à l'influence des normes et des valeurs personnelles des agents de santé dans l'offre de services de santé sexuelle et reproductive. Il faut aussi la mise en place de mécanismes de référencement efficaces pour les femmes demandeuses de soins d'interruption volontaire de grossesse. Des actions doivent être prises pour s'assurer que les filles en milieu rural ont accès à ces soins au même titre que leurs consoeurs des milieux urbains et que lorsqu'un agent de santé décide de ne pas offrir les services d'interruption sécurisée de grossesse, la référence est effectivement effectuée pour prévenir la femme demandeuse des services d'aller mettre sa vie en danger par l'utilisation des méthodes non sécurisées. Aussi, je pense que la formation de base des professionnels de la santé doit s'ajuster sur les pratiques recommandées par l'Organisation mondiale de la santé en matière de santé sexuelle et reproductive. De ce fait, les questions de droits humains, de soins en santé sexuelle et de reproduction doivent être inscrites dans les curricula de formation des professionnels de santé pour réduire la stigmatisation des utilisatrices des services de santé reproductive, y compris ceux d'avortement sécurisé, et garantir une bonne qualité de ces services, y compris même pour les médecins, parce que les décrets d'application de la loi SR invoquent directement les médecins et en date, nous n'avons pas une connaissance très claire du contenu de la formation des médecins en rapport avec les services de santé sexuelle et reproductive. Donc, ceci, ça avait une modification importante. Pour finir, il faut des études pour évaluer dans quelle mesure le changement de loi permet l'accès ou non aux soins d'interruption volontaire de grossesse afin de recommander les conditions nécessaires pour une application effective de la loi sur la santé sexuelle et reproductive pour les filles et les femmes sans aucune discrimination. Et les responsables de l'étude de 2021 dont proviennent mes données, notamment African Population and Health Research Centers, l'Association béninoise pour la promotion de la famille et Rutgers, sont actuellement impliqués dans une telle étude de suivi qui est prometteuse et qui pourra apporter des éléments de réponse nécessaires à la création des conditions favorables à l'accès réel aux services sécurisés d'interruption volontaire de grossesse pour les filles et les femmes qui en font la demande. Merci, professeur. Et maintenant, Vanessa, en tant que chercheuse, quels résultats vous ont particulièrement marqué? Si vous pouvez partager avec nous, s'il y a des récits, vous avez déjà parlé des témoignages, des situations, des témoignages de Caroline et d'autres, où il y a des tendances que vous avez trouvées particulièrement émouvantes ou surprenantes durant votre étude. Merci beaucoup, professeur, pour cette question. Au-delà des exemples partagés plus haut, il y a plusieurs constats qui nous ont surpris et marqués, aussi bien lors de la collecte des données que lors de l'analyse des données. Et ces constats surprenants concernent l'offre de services d'avortement en général, les pratiques et réactions communautaires à l'avortement, ainsi que l'influence des normes religieuses dans le recours à l'avortement chez certaines adolescentes et jeunes femmes. Concernant l'offre des services, nous avons constaté l'offre de services d'avortement en milieu rural par l'utilisation des plantes. C'est une dame de la cinquantaine que nous avons rencontrée lors de notre immersion communautaire et qui propose des méthodes contraceptives traditionnelles à base de plantes et des soins d'avortement aux filles de son village, qui sont souvent des apprentis, afin de leur permettre de finir leur formation professionnelle et se réaliser. Son ambition est que ces jeunes filles-là, qui désirent finir leur formation professionnelle et qui pourraient ne pas y arriver en raison d'une grossesse non désirée, puissent y arriver et réussir au même titre que leurs consoeurs vivant en milieu urbain. Et elle nous a expliqué qu'elle offre aussi ces services car quand les jeunes filles tombent enceintes, ce sont leurs mères qui portent le plus le poids de la stigmatisation sociale avec ces jeunes femmes-là. Et elle met aussi un accent particulier sur la confidentialité dans l'offre des services aux jeunes filles de son village afin de s'assurer que personne dans la communauté ne soit au courant de l'expérience d'avortement de la fille. Elle a pour habitude, par exemple, de donner des rendez-vous aux jeunes filles à des endroits différents pour les rencontrer et offrir les services, tout cela pour protéger leur expérience et les protéger de la stigmatisation sociale. Et ceci montre que le besoin de services d'avortement est un besoin réel
pour les femmes et qu'il existe des pratiques communautaires autour de l'avortement. Cela montre également aussi qu'indépendamment du contexte juridique, les femmes avortent. Et c'est prouvé par des études, y compris la nôtre. Un autre constat marquant, c'est l'influence des normes sociales et religieuses dans la décision d'avortement. L'une des choses qui nous a le plus touché, c'était de voir que les normes sociales soient les moteurs du recours à l'avortement, souvent non sécurisés par les femmes, notamment les normes religieuses, et la stigmatisation dans l'espace religieux, qui amène les filles à recourir à l'avortement pour éviter cette stigmatisation, pour avoir vu d'autres filles de la communauté religieuse stigmatisées. Quand elles tombent enceintes, elles décident d'interrompre la grossesse pour éviter cette humiliation, cette stigmatisation dans les espaces religieux. Et la stigmatisation au niveau communautaire, nous avons également constaté qu'il y a une stigmatisation différentielle en cas d'avortement. C'est-à-dire que les filles et les femmes et leurs mères sont plus stigmatisées en cas d'expérience d'avortement, alors qu'elles ne sont pas les seules actrices de l'avortement. Donc des filles qui avortent parce que le partenaire ou l'auteur de la grossesse dénie toute responsabilité et les abandonne. Mais on ne voit que la fille et ce n'est qu'elle et sa mère qui sont stigmatisées et on ne voit pas les hommes dans ces expériences alors qu'ils sont autant acteurs que les femmes. En milieu hospitalier, nous avons remarqué qu'il y a une stigmatisation des adolescentes de moins de 20 ans, particulièrement ayant subi un avortement, même pour celles qui ont subi un avortement coercitif. Et cela dénote d'une lacune dans la communication avec les utilisatrices des services. Cette communication n'est pas encore efficace entre les professionnels de santé et les utilisatrices des services parce que comprendre qu'une femme a subi un avortement coercitif peut susciter de l'empathie chez le professionnel de santé qui est appelé à offrir des soins après avortement. Nous avons aussi remarqué un refus par les professionnels de santé de laisser des adolescentes adopter des méthodes contraceptives pour éviter des grossesses non désirées antérieures, malgré la volonté de leurs parents de les faire adopter ces méthodes. Et cela représente des opportunités manquées d'adoption de la contraception pour ces jeunes filles qui demeurent à risque d'avoir d'autres grossesses non planifiées, voire des avortements antérieurs. Donc voilà quelques grands constats marquants de notre recherche. Merci. Merci Vanessa. Vos réflexions me semblent très solides. Est-ce que, si vous le voulez bien, on ne pourrait pas prendre maintenant un peu de distance et est-ce que vous pourriez nous dire comment ces résultats s'inscrivent dans le contexte politique mondial ou bien les discussions internationales actuelles sur les droits à la santé sexuelle et reproductive? Est-ce que vous voyez des liens entre vos conclusions et ce qui se passe au niveau international? Oui, merci beaucoup, professeur, pour cette question. Je pense que le tableau que je viens de présenter va s'aggraver considérablement en raison des réductions de l'aide mondiale. Et elles auront une influence disproportionnée sur la santé reproductive des femmes et des jeunes filles, et donc sur les familles et les communautés. Les projections montrent que des millions de femmes perdront l'accès aux contraceptifs, ce qui entraînera beaucoup plus de grossesses non désirées, dont la plupart, comme nous le savons par expérience, se termineront par des avortements à risque et une forte augmentation des décès maternels. Cela signifie aussi que de nombreuses recommandations de notre étude ont peut-être peu de chances d'être mises en œuvre en raison d'un manque de financement, ce qui représente quand même un choc. Et actuellement, on constate que les femmes ont peu de contrôle sur les politiques au niveau international, car nous voyons de plus en plus les autorités qui se réclament conservateurs, garants des normes sociales. Et nous l'avons vu, comment l'existence de ces normes sociales n'empêche pas les femmes de recourir à l'avortement. Au contraire, cela ne fait qu'amplifier l'utilisation des avortements non sécurisés avec les effets sociaux et sanitaires qui vont avec. Ce qui veut dire qu'il faut faire un travail approfondi pour aller vers des normes sociales ou des conditions politiques plus favorables au bien-être des femmes. Et ce travail doit s'enraciner sur les évidences scientifiques et les principes des droits humains bien établis depuis des décennies et qui se dégradent, sans quoi les objectifs de développement durable et de bien-être pour tous
et toutes, sans discrimination, seront difficiles à atteindre. J'ai quand même espoir en la dynamique actuelle dans mon pays où le renforcement du capital humain pour le développement est un pilier clé pour le gouvernement. Et des efforts louables sont faits en faveur des droits des filles et des femmes, mais il faudra que le gouvernement redouble d'efforts en investissant davantage dans la préparation du système de santé et l'allocation de ressources financières pour promouvoir la santé des filles et des femmes pour une société plus juste et prospère. Aussi, au Bénin, des organisations de jeunes organisées en consortium œuvrent également pour un ancrage institutionnel en vue de l'intégration des droits, santé sexuelle et reproductive dans l'agenda politique depuis le niveau communautaire ou communal, et nous espérons que ces efforts porteront des fruits et que d'autres pays de la sous-région pourront apprendre des pratiques prometteuses afin d'impulser le changement en faveur des DSSR dans leur contexte spécifique. Merci beaucoup, professeur, pour votre question. Et j'ai une dernière question, Vanessa. Quelle est la suite? À partir de cette étude et de ces enseignements, qu'est-ce que vous pensez être les prochaines étapes, que ce soit en matière de recherche, de plaidoyer ou de politique publique, pour faire évoluer concrètement la situation dans la région, d'après vous? Merci beaucoup, professeur. Il reste beaucoup à faire pour déstigmatiser l'avortement et mettre fin à l'injustice reproductive et aux violences et aux violations de la dignité et du droit à la santé des filles et des femmes. En fin de compte, je crois au slogan quelque peu célèbre selon lequel nous aimons tous quelqu'un qui a subi un avortement, mais souvent nous ne le savons pas. Et nous ne pouvons donc pas soutenir cette personne ni travailler sur nos propres perceptions. Malheureusement, dans certaines de nos régions, nous connaissons tous quelqu'un qui est mort ou qui a failli mourir à cause d'un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses. Mais nous avons tendance à blâmer la victime ou la personne qui a essayé de l'aider et nous essayons de cacher les faits. Pourtant, ces femmes sont victimes d'une injustice. Une femme dont le mari souhaite qu'elle poursuive sa grossesse, mais qui a déjà 5 enfants et se sent abandonnée pour s'occuper d'eux. Une chose que nous avons souvent entendue. Et pourquoi ne faisons-nous pas confiance au jugement des femmes? Et nous avons aussi besoin beaucoup plus d'utilisation de contraceptifs qui aident à prévenir ces grossesses non désirées. Les femmes et les jeunes filles sont confrontées à de nombreux obstacles à l'utilisation des contraceptifs et sont parfois très inquiets à leur sujet. Donc, nous devons donc trouver des meilleures solutions pour que toutes les femmes soient informées et disposent de la méthode de leur choix. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse, professeur. Merci pour votre question. Merci infiniment, Vanessa, pour ces éclairages essentiels sur un sujet encore trop souvent passé sous silence, représentant une forme d'injustice en matière sexuelle et reproductive. Il est essentiel de continuer à écouter et apprendre de celles et ceux qui sont le plus proches de ces réalités. Bien, Ce premier épisode de podcast nous rappelle à quel point les parcours d'avortement des jeunes femmes ne peuvent être compris sans écouter leurs récits, leurs réalités et interroger en profondeur les normes qui les entourent. bien, je m'adresse maintenant à nos auditrices et à nos auditeurs. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode du podcast de SRHM, du Hub Afrique francophone. Et nous vous invitons à découvrir l'intégralité du numéro régional d'Afrique francophone de la revue Questions de santé sexuelle et reproductive, qui est disponible en ligne et en accès libre. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et je vous invite à rester connecté avec le Hub parce que nous continuons à construire un espace de dialogue et d'action fondé sur les droits et les données probantes. Exactement, Vincent. Et avant de conclure, nous sommes également ravis d'annoncer que SRHM a actuellement un appel de contribution sur le thème Garantir l'accès à l'avortement comme une question de droit, d'équité et de justice. Nous encourageons vivement les chercheuses et les chercheurs, les praticiennes, praticiens et militants de la région d'Afrique francophone à soumettre leurs travaux. J'ajouterai que si vous travaillez actuellement sur un article ou si vous avez des résultats à partager, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accompagner dans la préparation d'une soumission. La date limite est fixée au 31 août, mais nous disposons également de dispenses de frais de publication pour les auteurs et les autrices qui rencontrent des difficultés à ce niveau.
Les coordonnées figurent également dans les notes de l'épisode parce que, faites attention, demander une dispense de frais de publication devra arriver plus tôt que la date de la soumission. Voilà. Et maintenant, il ne reste qu'à vous dire à bientôt. Merci et prenez soin de vous. Thanks for joining us for this insightful conversation. Please check the show notes for a link to the SRHM Journal, which is available online and open access. Follow us on social media and sign up for our newsletter to receive notifications for new publications. If you're enjoying this podcast, please subscribe, give us a rating, or leave a review. Sharing evidence-based and rights-grounded knowledge is our passion, and it's also critical to support the advocacy and actions that need to be taken to improve SRHR for all. We would very much appreciate it. Thank you for supporting the SRHM podcast, which is produced by our staff. The music was composed by Tiber Christian and Salomon Beautonde.